Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Samantha Davies. Bonjour. Alors on est dans un endroit incroyable, on est dans un vieux bateau en bois, dans le carré extrêmement chaleureux d'un bateau qui s'appelle Ninita. Je te demandais juste avant comment ça se prononçait. En face de moi j'ai un poêle, c'est vraiment le carré chaleureux d'un beau bateau en bois et on est sur le bateau de tes parents dans le port de Lorient. Oui. Raconte-nous un peu, c'est quoi, c'est ton camping-car à côté de ton bateau qui est d'habitude qui est dans le port juste à côté, c'est ton entre familial. Raconte-nous un peu l'histoire de ce bateau. Bah oui, c'est moi je l'appelle le bateau grand-mère parce que c'est le bateau de mes parents, c'est la rêve de mes parents. Une fois ils sont débarrassés de nous, ils ont tout vendu. La maison, la voiture, ils ont plus rien. Et ils avaient fabriqué ce bateau ou fait fabriquer à Canada. Donc le bateau, c'est pas un vieux bateau, c'est la réplique d'un vieux bateau qui s'appelait Nina, qui était un bateau de 1928. Le plan, c'est Sterling Burgess. Il était fabriqué sur le côte est des États-Unis. Un des premiers bateaux fabriqués pour faire la course au large. Alors il est magnifique. Il fait quelle longueur? Et il fait 18 mètres sans bout dehors. Voilà, donc ça fait un peu plus et c'est une goélette. C'est une goélette fabriquée en bois. La coque est fabriquée en bois époxy moderne, donc en entretien c'est plus simple. Par contre le pont, il y a beaucoup de vernis. Mes parents ils passent le temps à poncer le vernis. C'est 8 couches chaque année. Donc là, ils s'installent chaque hiver dans un endroit, une ville où il y a un peu la vie, où ils peuvent aussi faire l'entretien. Et puis ils partent naviguer un petit peu chaque été. Et donc le bateau, il est pour les gens qui connaissent pas forcément le port de Lorient, il est juste en bas du ponton, juste en bas de la passerelle du ponton course de Lorient, du côté des bateaux plutôt location loisirs, et de l'autre côté du ponton il y a tous les bateaux de course. Et il y a ton bureau juste au-dessus, il y a le hangar de l'Initiative Cœur juste au-dessus. Donc c'est vraiment en termes de praticité pour les gens qui ont des enfants, imaginez d'avoir les grands-parents à côté du bureau, quoi. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est très pratique quand ils sont ici. Donc il y a des avantages et des désavantages d'avoir les parents gitans entre guillemets. Des fois, il peut être très très proche et il emmène la maison proche de moi parce que moi aussi j'ai bougé. Donc même quand j'ai habité à Lanzarote, on se retrouvait Ninita dans le Puerto Callao. Ils avaient emmené le bateau à Lanzarote. Ils ont pas tout le temps, mais pendant l'hiver où j'avais besoin de mes grands-parents pas Lorraine. Donc pour mon fils, en fait, la seule chose dans sa petite vie qui n'a pas changé, c'est la maison de mamie et papy qui nous suivent un peu partout. Après il y a des désavantages parce que quand ils partent, ils ont pas de téléphone satellite, ils ont rien. Donc on sait pas où ils sont. On sait pas vraiment quand il va bien puisqu'ils sont à la retraite et à la retraite tu fais que du portant quand il fait beau. Donc j'ai essayé mes parents ils sont super cool, ils nous soutiennent avec Romain. Donc le bateau il est ici à Lorient parce que pour la route de Rome on en avait besoin. Les grands-parents chez nous, donc il vient habiter dans notre maison en fait quand nous on est sur une grande course pour que Ruben notre fils il a une vie il garde sa routine, son école et tout. Donc ils sont installés ici pour l'hiver à cause de la route de Rome. D'accord. Voilà, la vie de grands-parents dont les enfants et les beaux-enfants sont des navigateurs. Les problèmes de garde parleront à beaucoup de gens, j'imagine. Voilà, c'est adapté à une situation un peu particulière. Alors du coup, bienvenue dans ce podcast Into the Wind. Tu connais le principe de ce podcast, c'est qu'on refait un petit peu le parcours des marins. Donc là, en fait, on est vraiment au bon endroit pour partir du début du parcours. Comment est-ce que la jeune Samantha Davies devient navigatrice professionnelle? Ça part d'ici, ça part de parents marins depuis toujours? Oui, ça se voit un peu sur les photos sur le mur du bateau. Voilà, on a des photos juste en face, effectivement. Il y a quelques photos de moi toutes petites sur les bateaux de mes parents qui ont changé. Au début, on avait un Contessa 28. Donc c'est un plan Rogers
Donc en fait, quand je suis née, mes parents ils avaient un bateau à moteur parce que ils étaient marins eux aussi avec des parents qui étaient marins professionnels. Le père de mon papa, il était commandant sous-marin. À l'âge de 26 ans, en fait, il a pris la commande d'un sous-marin pendant la guerre. D'accord. Et il a survécu. C'est rare pour les sous-mariniers parce qu'il y avait beaucoup qui étaient perdus. Donc mon père, il a grandi avec un papa marin qui baladait un peu partout dans le monde. Et puis ma maman, son père était, il avait un chantier naval. Il fabriquait les bateaux en aluminium. Donc elle a grandi dans un chantier. Et donc ce grand-père-là, le grand-père maternel, lui, son passion, c'était de piloter les bateaux de course à moteur. Donc ma maman aussi, elle avait un papa qui naviguait tout le temps. Elle a grandi dans un chantier à côté de la mer, jouait dans la vase. Ouais, donc génétiquement, tu pouvais pas faire autre chose que... Non, du coup, mes parents, ils avaient un tout petit bateau en moteur en bois ils jugeaient trop dangereux pour avoir un bébé à bord. Donc, ils ont acheté un voilier à cause de moi. Et donc à l'âge de 2 semaines, j'ai fait mes premiers pas sur un bateau, le petit bateau au moteur, et très vite on avait ce voilier. Et j'ai toujours grandi à faire la croisière en famille. Donc pour moi la voile c'est la plaisir, les beaux moments ensemble en famille pendant toute ma vie. Et alors comment tu bascules de cette enfance que plein de gens ont connue, des parents qui font de la croisière? Tous les enfants de parents qui font de la croisière ne deviennent pas des coureurs au large. Comment est-ce que tu bascules dans cette partie-là? Parce qu'on connaît, ton parcours français est assez connu, t'es une navigatrice bien connue ici, mais ton parcours anglais avant est un petit peu moins connu. Raconte-nous un petit peu cette partie-là alors. Ouais, déjà, je pense qu'il y a les enfants des familles qui faisaient beaucoup de croisières qui n'ont plus jamais monté sur un bateau puisqu'ils étaient dégoûtés. Ils détestaient ça. Donc mes parents, ils étaient un peu surpris parce qu'il y avait beaucoup de leurs amis de leur cercle de copains qui faisaient la croisière, où les enfants n'ont pas fait ça. Donc ils étaient surpris, mais dans un bon sens parce que je pense qu'ils aimeraient bien, s'il aurait pu y faire à la jeunesse, de faire la même que moi. Donc je pense que l'avantage ou peut-être le déclic, c'était qu'on était basé le bateau à Hayling Island qui est à côté dans le Solent quasiment. Donc notre jardin ou notre cours de récréation des tunnels week-end en croisière, c'était le Solent où il y a toutes les grandes régates. Voilà, le Solent, on explique pour les gens qui connaîtraient pas forcément, c'est ce bras de mer entre l'île de Wight et l'Angleterre, oui. Qui est la capitale anglaise, et un endroit pour la voile de compétition très très important en Angleterre. C'est la capitale. Oui, qu'il est toujours. Mais même quand j'étais enfant, c'était quasiment encore plus parce qu'il y avait the Whitbread Round the World Race, qui est maintenant The Ocean Race, qui était le Volvo avant. Mais quand j'étais jeune, cette course-là partait toujours et revenait toujours. À Southampton, non, c'est pas ça? Soit à Southampton, soit Portsmouth, ou dans le Solent. Voilà. Et la ligne de départ était au milieu du Solent. C'est le lieu de départ du Fastnet également. Enfin, oui, c'est donc un endroit incroyable, hein. Oui, et c'est ça, en croisière, on croisait ces courses. Des fois, c'était même pas, on allait même pas exprès, mais on croisait toujours ces grandes courses, le Fastnet, le Whitbread, et aussi Admiral's Cup, qui est une grande course qui croisait la régate autour de trois buoys avec les grandes courses comme le Fastnet Race, avec les bateaux jusqu'à 50 pieds. Qui était considéré comme une sorte de championnat du monde de la course au large. Ouais. Donc moi j'étais émerveillée par ces bateaux et puis un peu intriguée par les équipages qui partaient parce que pour moi c'était beaucoup trop loin. Même pour aller au Fastnet, même traverser la Manche, c'était long pour moi, donc j'avais horreur à imaginer ces équipages qui partaient à faire le Fastnet Race. Je dis mais comment ils font ça? Et je regardais les bateaux qui préparaient l'avitaillement, les voiles et tout. Donc c'est là où ça a commencé. J'avais envie de faire ça, donc mes parents, ils étaient surtout pas régatiers. On n'a jamais fait une course. Maintenant, ils régatent avec ce bateau, avec Nenita sur les régates classiques, en double même. Mais quand j'étais jeune, jamais. Donc j'étais obligée d'aller frapper sur les portes des gens que je connaissais pas dans la marina de mon bateau. J'ai fait le tour pour trouver les bateaux qui régataient le dimanche.
sur les régates de dimanche, les habitables. Et j'ai trouvé des gens gentils que je connaissais absolument pas. J'ai dit, moi j'ai fait la voile, je sais naviguer, mais je veux faire les régates. Et t'as quel âge quand tu fais ça, quand tu fais le bateau stop, quoi? Bateau stop, je pense qu'à partir de, je ne sais pas, 17, pas trop jeune, hein. Donc c'était acceptable de me prendre. Donc, et j'avais fait un petit peu de dériva pour la plaisir. J'ai toujours grandi autour de la voile, mais la dériva c'était vraiment la plaisir. Je régatais local avec des copines, des copains. J'avais pas de bateau. Moi, j'ai navigué avec des amis. Donc je savais un peu la régate. Et donc j'ai trouvé 2-3 bateaux qui me prenaient, qui m'ont appris comment j'ai surtout été numéro 1 sur les bateaux. Donc j'ai appris à faire bon numéro 1 sur ces bateaux-là. Et en même temps, j'avais envie de je me suis dit que ça m'intéresse, j'adore ça. Un peu plus jeune, il y avait Tracy Edwards qui avait fait The Red Bread sur Maiden. Elle avait gagné les étapes dans le mer du Sud avec un équipage féminin. Entièrement féminin, voilà. C'était une c'est toujours une très grande dame de la voile anglo-saxonne, mais à l'époque c'était vraiment je sais pas, alors en équipage c'était l'équivalent de Florence Artaud en Angleterre, quoi. Oui, exactement, avec le même suivi médiatique et d'ailleurs en fait elle vient de sortir une film que j'aimerais bien de faire venir en France, de faire traduire au sous-titré sur la galère qu'elle et ses filles de son équipage ils ont traversé pendant toute cette course, parce que c'était vraiment un monde macho et elles avaient battu et c'était pas très agréable pour elles c'était le début des années 90, la fin des années 80, je me souviens plus trop de la date précise de Maiden, c'est la Whitbread 93 94 années 80, oui, je crois. Et donc ça je me suis dit que c'est possible, mais pour moi c'est trop loin encore, mais j'aimerais bien travailler dans ce milieu et j'ai adoré le maths, les sciences, je dis peut-être je pense que je peux j'aimais bien être architecte, ingénieur, bureau d'études, quelque chose, donc j'ai fait les études dirigées vers une diplôme d'ingénieur pour pouvoir faire un métier dans la course au large. Donc, tu fais ça à Cambridge, qui est pas une petite, c'est pas une petite université de. Non, j'étais acceptée à Cambridge. J'étais un peu déçue parce que je voulais faire la diplôme d'architecte naval qui est à Southampton. Le fameux. Mais j'étais conseillée de quand même m'inscrire à Cambridge parce que c'est tellement bien de faire un diplôme là. Donc j'étais prise, donc je pouvais pas faire architecte. Mais en fait, avec cette acceptance d'aller à Cambridge. J'ai pris un an de pause entre le bac parce que j'étais un peu jeune et ma diplôme. Et là, au lieu de aller faire un tour du monde ou voyager, j'ai écrit des lettres de motivation à plusieurs architectes navals. Et du coup, j'ai fait une stage de 9 mois avec Rob Humphreys qui est très grand architecte. Maintenant, c'est son fils donc j'ai fait du babysitting à ce moment-là pour son fils Tom, qui maintenant a designé quelques classes 40, entre autres. Donc j'ai eu la chance de bosser 9 mois chez Rob Humphreys à Leamington. Et donc j'ai beaucoup appris dans le milieu de l'architecture navale. J'avais un peu carte blanche chez lui. J'avais des choses à faire, des calculs de base qui m'a fait faire. Mais aussi j'avais le temps de lire tous ces livres, regarder tous ces designs, comprendre comment ça marche. Et aussi j'ai beaucoup rencontré du monde de la course au large qui faisait construire les bateaux avec lui. Qui m'ont pris comme équipière à bord, et comme ça que j'ai fait un petit peu un réseau pour monter un cran sur les types de bateaux que j'ai navigué. D'accord, mais là du coup tu viens d'avoir ton bac, t'as 17 ans ou 18 ans, quoi. T'es 19. 18, 19, oui. T'es toute jeune. Il y a pas beaucoup de filles qui naviguent sur ces gros bateaux-là. Non, il y avait pas beaucoup de filles qui naviguaient. Il y avait quelques-unes, donc je pense qu'il y a qui naviguent encore en fait. Abby est là. D'accord, qui vient de faire la Volvo. On se croisait souvent avec elle. Donc si on fait ces preuves qu'on sait faire la poste qu'on fait à bord, j'avais plus un avantage parce que en Angleterre c'est beaucoup les propriétaires qui financent les bateaux.
qui naviguait à bord aussi. Et ils aimaient bien que c'était pas un équipage 100% masculin, puisque ça changeait un peu l'ambiance de tout le monde et l'approche. Et donc j'étais prise sur les bateaux, puisque pour les compétences équivalentes, j'avais un avantage pour vis-à-vis à ceux qui choisissent l'équipage. Ah, c'est bien. Il y avait des propriétaires éclairés, quoi, des gens qui avaient déjà un peu de vision moderniste. Oui, et que c'est différent. Et, j'ai jamais trop eu ou senti que j'étais freinée ou que c'était macho ou les gens. J'ai vraiment eu pas de soucis là-dessus à progresser en Angleterre. Alors du coup, tu fais tes études à Cambridge et c'est en sortant avec ton diplôme que là pour le coup tu vas basculer et plonger dans le grand bain. Oui, ouais, j'avais du mal parce que Cambridge il est loin de la mer. Il y avait une club de voile qui naviguait super bien en voile léger. Sauf que c'était toute la navigation à Cambridge, c'était les week-ends. Et moi, je me suis permis de temps en temps de partir les week-ends pour venir faire la course au large à Hamble, dans le mec de la voile anglaise. Donc, j'ai continué à naviguer avec beaucoup de bateaux différents entre les phares 45, les mêmes 30, les mêmes 36. J'ai fait beaucoup de courses au large que les week-ends. Des fois, mes week-ends commençaient le jeudi après-midi et ça finissait le mardi matin. Mais j'ai réussi à faire mes études. Je me suis interdit à naviguer l'année importante du résultat de diplôme entre la rentrée et la fin des examens pour être sûr que j'avais le résultat que je voulais. Ça, c'était réussi. Et puis après, oui, j'ai découvert, il y avait des opportunités. Donc, Tracy Edwards qui avait acheté l'ancienne Enza, le bateau de Peter Blake qui venait de remporter le trophée Jules Verne. Exactement, un multicoque de 92 pieds. C'était l'ancienne Formula Tag, construit beaucoup plus petit mais rallongé par Peter Blake. Donc elle avait acheté ça avec l'intention de faire un trophée Jules Verne, équipage féminine. Donc j'avais réussi elle a eu mon nom du réseau que c'est peut être intéressant de essayer avec moi sur l'équipage et en même temps moi j'ai envoyé mon CV. Donc j'ai pu faire un navigation essai avec les filles sur ce bateau. Donc j'ai menti, je crois non, j'ai menti, en même temps j'ai fait les essais sur le Volvo parce qu'il y avait aussi une équipage féminine qui partait avec EF et Christine Guillou. Oui, avec Christine. Donc celui-là, j'ai menti. J'ai fait un essai avec ces filles-là en mixte. J'avais dit que j'étais malade. Et la navigation, c'était Leamington, Angleterre, jusqu'à Villamoa, sud Portugal. Et il y avait les deux bateaux. On partait mixte parce qu'il y avait c'était un projet de deux bateaux avec Laurie Smith. Paul Caillard. Paul Caillard, skipper du bateau de IF Education ou Language, je sais jamais lequel des deux, et Christine Guillot qui faisait le... Donc à l'époque où moi j'ai essayé, c'était tout début du projet, et donc les deux bateaux naviguaient mixtes. On essaie, moi j'étais toute jeune, j'avais jamais navigué sur un bateau comme ça, et je me suis retrouvée, j'ai menti, j'étais malade. J'ai fait le convoyage, sauf qu'on a fini avec 60 nœuds dans le golfe de Gascogne. Les deux bateaux ils ont explosé. Pas le nôtre, mais un était carrément sauvé par la SNSM Bilbao. Ah oui. Nous, on a fini à la Cogne avec tout explosé, les pièces. Il fallait attendre les pièces de remplacement. Du coup, j'ai pas rentré quand j'imaginais. J'ai raté un examen. Ma maman, elle était obligée d'appeler. C'était les jours avant les portables. Donc c'est ma maman qui a rendu compte les situations, qui a appelé mes professeurs à Cambridge pour expliquer que je vais pas arriver parce que j'avais un problème technique en mer. Je pense elle savait pas que j'avais menti à mes professeurs. Donc ils comprenaient pas pourquoi j'étais malade si j'étais en mer. Donc ah oui. Bon, j'ai fait quelques gros quiproquo, quoi. J'ai fait quelques petits escapades pour trouver ces projets. Donc j'ai aussi fait des essais avec Tracy sur le multicoque et puis elle m'avait proposé une place
Et ouais, tout est super bien goupillé. Juste le nom du bateau, au moment... c'était Royal and Sun Alliance, c'est ça? Ouais, le nom du bateau Royal and Sun Alliance. Et j'ai fini ma diplôme et 2 jours plus tard, j'étais dans un avion pour aller à New York pour rejoindre le bateau pour faire un record transatlantique. Donc j'ai ma graduation, la cérémonie de remise de diplôme. J'ai raté parce que j'étais au milieu de l'Atlantique en record et j'ai récupéré par courrier. Et là on est en 1998. Oui. 17-18, voilà. Mm-hmm. Donc vous partez sur une tentative de Jules Verne. Oui, c'était énorme. Donc on s'est retrouvés sur ce bateau. Déjà moi qui... En fait, t'as 24 ans, hein. 22 ans, j'avais fait The Fastnet Race et quelques courses de work. Pas énormément d'expérience. J'avais quasiment jamais une navigation multi, même pas un Hobie 16. Il y avait quelques filles dans l'équipage qui avaient un peu plus d'expérience. Il y avait un bel équipage oui, donc les filles avec beaucoup d'expérience, on avait Adrienne Garland qui a fait la nave. Grande navigatrice australienne qui fera plusieurs Volvo, oui, Volvo. Et puis Michaela Van Kuskul qui avait fait le Whitbread avec Tracy sur Maiden, qui a pas mal navigué sur les Orma, ou un petit peu navigué sur les Orma. Elle avait de l'expérience de Trimaran, de multicoque. Helena Darvelet aussi, qui avait beaucoup navigué avec Steve Fawcett et Brian Thompson sur les Orma aussi. Emma Westmacott, qui avait fait pas mal de voiles légères en multicoque. Mais à part ça, on avait zéro d'expérience. On avait ce bateau hyper puissant, assez dangereux. Donc on avait Ed Darby et Brian, un autre équipier de Enza qui était nos coachs. Donc on a beaucoup appris avec eux, mais ils savaient qu'on était un peu inexpérience et un peu jeune. Donc ils nous a freiné un petit peu et à un moment on dit mais il faut un jour qu'on parte sans eux, il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous donner un peu plus de confiance. Du coup je sais pas comment on les a rencontrés, mais on a fini avec Serge Madec et Jean-Baptiste Levaillant à bord avec nous. Qui étaient des gourous à l'époque, qui étaient des gourous du multicoque. Qui sont toujours, oui, toujours. Pardon, ce que je veux dire, c'est que Serge Madec navigue moins, mais c'était le skipper de Jet Service. Oui, du coup. Qui avait remporté plein de records de l'Atlantique et tout, non, bien sûr. Donc, Serge Madec, oui, pour nous, c'était un des rôles modèles nous, avec notre multicoque, on savait tous qui c'était Serge Madec. On était un peu impressionnés, intimidés quand il est monté à bord. Mais lui, il était beaucoup plus impressionné, intimidé parce que depuis je rigole avec lui, parce que nous on parlait pas français, lui il parlait pas anglais, et on partait quasiment directement au large pour 4 jours. Donc un mec français avec 11 filles. Du coup, il nous a beaucoup appris aussi. Là, on avait les chaussettes d'espi. Il nous a appris à empanner, à falais, à naviguer vraiment comme comme c'était un bateau normal. Et Jean-Baptiste nous a fait des super voiles et on a fait du progrès, mais on était toujours vraiment nuls quand on est parti sur le Jules Verne. Mais on a appris énormément pendant le tour du monde et sur le moment, malheureusement, on a dimaté à Point Nemo. Sur le moment on dimat à Point Nemo, c'est-à-dire le fameux point le plus éloigné de toute terre, hein, entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn et le Chili. Ouais. Et à ce moment-là, on était sur le temps record de Kersosan, avec un super métier pour passer le Horn et tout. Donc nous, c'était rien à voir avec comment on a commencé. On a fait énormément de progrès. On était dégoûtés puisqu'on croyait vraiment qu'on avait le record. Et alors comment, du coup, après il y a une transition de quelques années. Et puis, c'était début vers le solitaire. Donc là, on est en 98. La tentative de record, c'est 98. Oui, et moi, quand je rentrais, j'ai fait beaucoup de match race. Voilà. Donc, avec Charlie Robertson, j'étais sur numéro 1 et on a fait le circuit mondial pendant plusieurs années assez intensivement et on était numéro 1 mondial pour en 99 ou en 2099, je crois. Et donc là, et après en 2001, changement de ouais, on s'est retrouvés ensemble. Voilà, exactement. nous étions très jeunes et moi beaucoup plus débutant que toi, mais et donc du coup tu arrives sur le circuit mini. Oui.
Et là, c'était début de navigatrice solitaire. C'est la première fois que tu fais du solitaire. Ouais, en fait, j'avais croisé Ellen MacArthur au retour de notre dimatage. J'avais croisé cette fille un peu disjonctée et puis je lui ai proposé mes services parce que j'avais pas plus de job parce que notre bateau avait dimaté. Donc j'ai bossé pour elle pour la Route du Rhum 98 avec Emma Richardson. On était son équipe technique. On a convoyé le bateau au retour après Guadeloupe et donc j'ai découvert la voile la course au large, la voile française au départ à Saint-Malo. Donc elle va remporter cette Route du Rhum. Elle l'a remporté en 50 pieds. Elle a gagné les 50 pieds. C'était vraiment génial comme petite expérience parce que c'était très dernière minute et ça l'a lancé sur autre chose beaucoup plus grande. Et moi, ça m'a donné l'envie d'essayer de faire aussi moi la course au large en solitaire. Et là, c'est le moment où tu découvres la voile française, cet univers de voile solitaire, ces grands événements avec la foule. Oui, à Saint-Malo, c'est là. Je pense que pour découvrir, il y a rien de mieux que aller au départ à Saint-Malo à la Route du Rhum à voir tout ça. Et je me suis dit j'aimerais bien faire ça. Et j'ai parlé avec quelques personnes que je connaissais qui m'ont conseillé si tu veux commence par le mini. C'est comme ça que j'ai fait. D'accord. Et Ellen MacArthur, quand elle a fait la Route du Rhum 98, juste un an avant, elle a fait la Mini Transat. Oui, donc j'ai suivi un petit peu celui qu'elle avait fait, mais aussi celle de Mark Turner et Andrew Cape, donc grand marin australien, avec qui j'ai navigué pas mal en équipage. Et c'est lui qui, quand je parlais avec lui, il dit mais tiens, prends mon bateau puisque moi je vais partir faire le Coupe America. Voilà, Andrew Cape en fait il fait la Mini Transat 99. Sur un bateau qu'il a dessiné. Oui, c'est lui qui a dessiné. Voilà. C'était construit quasiment chez lui à Leamington. Le 176. 276, pardon. Ah, c'est pas mal. Après, je suis un peu largué sur les duos, mais de cette époque-là, je les connais encore un petit peu. Et du coup, quel souvenir tu gardes de cette année en fait c'est la première année où il y a les qualifications pour faire la Mini Transat, c'est la première fois qu'elle va au Brésil aussi. Oui. Et il y a la Mini Transat 99 se passe très très mal, il y a beaucoup d'abandons, il y a la tempête et tout, donc il y a la mise en place de qualifications assez strictes. C'est ce qui fait qu'on est obligé de faire tout le circuit et qu'on se croise beaucoup à cette époque sur cette année 2001 où on fait toutes les courses et il y a une vie de groupe très forte qui se développe. Quel souvenir tu gardes de cette époque-là? C'est un souvenir c'est vraiment une transition puisque jusque-là j'étais un équipière numéro 1, je regardais jamais la table à cartes, je connaissais rien en métier, quasiment rien à prendre la barre d'un bateau. Et là je me retrouve avec un projet, à faire les décisions, j'avais un partenaire, comme tu dis, il fallait se qualifier. Moi je suis partie, on m'a prêté une voiture parce que depuis l'Angleterre c'est encore plus compliqué. Je suis partie avec mon bateau derrière moi, je suis allée en Italie, en Espagne, je suis allée partout. Souvent tout seul sur la route avec mon gros bateau derrière moi. Et c'était toute une expérience, un apprentissage, on grandit beaucoup. C'était chouette de découvrir le monde du milieu français, le monde Mini Transat. C'est un esprit incroyable, une sorte de famille. Alors, et comme le disait ta maman quand on est arrivé sur le bateau tout à l'heure, tu parlais pas français comme ça? Non, je parlais pas français, mais en fait, en 2001, on était moi une dizaine de Anglais. Ouais. Donc un qui était bilingue, qui était le chef de notre groupe, qui traduisait toutes les briefings pour nous. Et donc on avait Simon Cowan, le papa. Ah oui, bien sûr. Et qui fera deuxième de la Mini Transat. Oui. Donc on restait un peu entre nous en groupe, mais il y avait un canal VHF spécial pour les Anglais. Si, il y avait le 77 avec excusez-nous, on fait un peu les souvenirs à côté, mais avec un Hollandais qui s'appelle Sander Baker, qui était incroyable et qui animait les soirées. Et les soirées à la VHF, c'était sur le 77. Ah oui. C'était Radio Glaouche. Je m'appelle, pendant la Transat, il a fait même un départ retard en live, en direct. Exactement. Sur radio, ouais. C'était chouette. Il passait des disques, il scotchait la pédale de sa VHF et il passait des disques, il faisait le DJ, c'était extraordinaire. Et d'avoir eu les bons panneaux solaires, je pense, pour finir ça. Exactement. pour garder de la batterie pour le pilote. Ouais. C'était quelque chose. Et du coup, de temps en temps, la langue, c'était un problème, parce que quand on fait le mini, et là, c'est plus sur la course en lui-même, là, un souvenir, pour moi, c'est toujours, un souvenir de la course le plus dure de ma vie.
de découvrir la solitude, d'être toute seule. Moi, j'étais habituée d'être en équipage. Et puis de se retrouver dans une poteau noire. La seule autre fois j'ai passé le poteau noir, c'était sur un multicoque de 95 pieds et ça passe toute seule. Si t'as un grain, t'abattre un peu et ça passe. Et je suis retrouvée sur un mini. J'ai vraiment cru que j'allais rester toute ma vie dans le poteau noir. Scotché dans le poteau noir. Et maintenant, peut-être c'est pour ça que j'ai très bien d'être tout seul sur un bateau, mais cette période-là, ça m'a bien formé. Et là, heureusement, le seul bateau que j'ai entendu à la VHF, donc c'était Olivier Desports. Heureusement, il parlait anglais. Il parlait anglais. Et donc c'est lui il parle qui toujours anglais d'ailleurs, je l'ai vu il y a pas très longtemps. C'est lui qui m'a coaché un peu, c'est lui qui m'a un peu sorti de ma petite déprime de poteau noir toute seule sur mon bateau et on s'est discuté tous les jours et ça lui a arrangé parce que j'avais un bateau qui allait plus vite que le sien. Donc j'étais son lièvre pour lui d'avoir un bateau pour utiliser pour se pousser encore plus pour aller vite. Et lui va gagner en catégorie bateau de série. Oui, du coup on s'est sorti après je me suis barrée parce que t'étais en proto quand même. Mais donc j'ai ça comme souvenir très très fort, c'était comment c'était dur et comment c'est formateur en fait pour la suite. Et là du coup tu bascules dans ce monde de la voile en solitaire à la française. Parce que tu vas enchaîner avec le Figaro et tu vas rentrer dans le moule français. Conseillé par Mark Turner. Il m'avait dit, il faut que tu fasses moi j'ai beaucoup aimé les côtiers, j'ai fait plus les perfs sur les petits côtiers avec mon mini et donc c'est Mark qui dit il faut que tu vas en Figaro, en plus en Figaro tu fais les bananes, voilà, solitaire c'est la régate, je me retrouve un peu tout ce que j'ai appris quand j'ai fait du match race à haut niveau et donc j'ai suivi ses conseils. Alors pour donner un petit élément de contexte, là on est après l'incroyable Vendée Globe d'Hélène MacArthur, hein. Elle le fait en 2000 c'est le Vendée Globe 2000-2001. Oui, du coup un peu le même temps que j'ai fait le mini, ouais. Voilà exactement, mais du coup, il y a déjà ce pont entre les univers anglais et français est fait par Hélène MacArthur et Mark Turner. Donc t'es le premier passager de ce pont et la première personne qui emmène un petit peu et qui et ils m'ont emmené du coup à ce moment-là. J'ai toujours bossé avec Hélène, discuté avec Mark. J'ai même fait un Fastnet Race en fait il y a longtemps avec Mark Turner. Donc c'était les amis. Et à ce moment-là, quand j'ai fini le mini, Mark il m'a dit il faut que tu fais du Figaro. Je dis ok, ouais, je pense que j'aimerais bien. Et il dit tiens, cette année il y a un nouveau Figaro, le Figaro 2. Avec Hélène, avec leur entreprise Offshore Challenges avait été très boostée par le Vendée Globe. Avec Hélène, on veut acheter un Figaro. Mais ni moi ni Hélène va naviguer avec, donc on cherche un skipper. Donc on va même si t'as pas de sponsor maintenant, ils étaient quasiment garantis pour moi de partir sur le circuit Figaro. Donc c'est eux qui avaient acheté mon Figaro. Et puis entre temps j'ai trouvé un partenaire et donc on l'a mis tout ensemble et c'était parti pour 3 ans sur le circuit. Ah voilà, tu fais 3 saisons, donc du coup j'ai ma petite fiche, hein, tu fais 3 saisons de solitaire, mais tu fais pas que la solitaire. En fait tu fais la solitaire 2003, 2004, 2005. Si je suis bien informé. Oui. Et 2006, mais avec un autre partenaire. Voilà, c'est ça. Et tu fais aussi à chaque fois la G2R. Oui. Et tu fais aussi une première Jacques Vabre en fait. Dès 2003, il y a une première Jacques Vabre avec Nick Moloney, qui est aussi on va dire un athlète de l'écurie Offshore Challenge. Ça, c'est ta première incursion dans le monde des 60 pieds. Oui. Alors c'est sur l'ancien bateau d'Hélène MacArthur, si je me trompe pas. Oui. Tu t'es mélangé. Ouais. Le 888. Oui, exactement. Voilà, Keith Fisher qui a fait deuxième du Vendée Globe. Avec la coque designée par Rob Humphries même, donc je vais suivre même mon ancien chef dans le boucle. Et là ça s'enchaîne. Là en fait la carrière est lancée, ça s'enchaîne de manière fluide. Tout est tracé pour toi. Aujourd'hui ça semble, excuse-moi, et 15 ans après ça semble évident pour tous les jeunes marins qui débutent et pour tous les gens qui peuvent observer ça un petit peu, mais à l'époque c'est pas si évident que ça d'enchaîner de manière aussi
presque fluide, Mini Transat, Figaro, IMOCA. Non, je pense que j'ai eu de la chance de pouvoir enchaîner parce que tu t'es grâce à trouver les financements, mais en même temps, je pense qu'on crée notre chance aussi. Donc même pour le Mini, quand Andrew Cape m'a passé son Mini et il a appelé son sponsor pour que le sponsor continue, mais c'était le sponsor, c'était un collègue ou un client de propriétaire de bateau que je naviguais dessus, et c'est lui qui dit mais il faut absolument que tu sponsors ça, mais elle est sérieuse, elle va faire quelque chose de bien. Donc et même pour le Figaro, donc oui, j'ai eu de la chance que ça s'est enchaîné comme ça, mais oui, j'ai bien bossé pour me retrouver dans des bonnes situations. Et puis après, oui, la Jacques Vabre en 2003, pour être honnête, je voulais pas vraiment le faire, parce que je voulais finir ma saison Figaro et je me sentais pas prête à monter sur un 60 pieds, parce que moi je suis pas trop rêveuse, je suis plus je veux faire les choses que je sais que je suis capable de bien faire. Pour moi, je savais que un jour je vais pouvoir bien naviguer en IMOCA, mais pour moi c'était trop tôt. Et il fallait vraiment maîtriser la solitaire sur le circuit Figaro avant de prendre ce pas-là. Mais le fait de monter avec Nick Moloney, ça pour moi c'était acceptable, parce que Nick, il était tellement bon marin, il avait fait plusieurs Jules Verne, les tours du monde. Et en plus c'était mon partenaire, mon sponsor en fait, qui allait partir avec Nick, donc c'était aussi le lien entre nous deux pour lui passer ce partenaire pour le Vendée Globe. Donc ça, mais oui, j'étais un peu frustrée de un peu courter la première saison Figaro, où j'avais l'impression d'apprendre beaucoup et pour aller naviguer en IMOCA. Et à cette époque-là, est-ce que le Vendée Globe est un objectif pour toi? Non, pas du tout. Et à cette époque-là, c'était clairement l'objectif de Mark Turner. Et il avait bien raison encore, mais j'étais contre lui. Et il me poussait un peu, et parce que je sentais pas prête à faire ça bien et à faire ça aux attentes de le dossier que lui présentait quand il présentait un projet avec moi comme skipper potentiel au sponsor. J'ai dit mais jamais je suis capable de faire ça. Je justifiais pas ça, c'est pas moi encore. Donc non, moi j'étais ambitieuse à progresser sur le circuit Figaro. Et pour moi, je savais qu'il fallait progresser, et j'avais de la chance d'avoir un partenaire anglais qui a tout compris, qu'il allait pas avoir beaucoup de retombées, mais que c'était vraiment pour faire progresser quelqu'un sur un circuit. Et du coup, comment se fait justement cette transformation finalement je progresse, et oui, le Vendée Globe est envisageable, parce que du coup ça sera pas le Vendée Globe 2004-2005, mais ça va être le suivant. Comment tu t'es accompli ce chemin qui te dit si finalement je vais y aller? Voilà, c'était un petit rencontre avec Philippe Monet dans un parking de Port-la-Forêt, où j'ai bricolé sur mon Figaro. Avec Philippe Monet. Ouais, et lui il est venu me demander si qu'est-ce que je faisais, et si et parce que il savait que Roxy cherchait à continuer sur le Vendée Globe pour 2008. Donc c'était un projet que lui il gérait à l'époque. Parce que Roxy avait fait le Vendée Globe 2004-2005 avec Anne Liardet. Et il voulait Roxy cherchait à donner la même expérience à une autre femme skipper pour 2008-2009 avec le bateau qu'il venait d'acheter. Donc c'est parti par là, et du coup pareil, sur le moment je dis mais je suis pas je suis pas capable. Et puis voilà, ça finit avec beaucoup des allers-retours, des réflexions, et puis aussi à naviguer un peu avec Anne sur le bateau en équipage avant. Finalement en fait c'est Roxy qui sont venus vers moi en disant mais nous on veut que c'est toi. Et on est sûr que tu es le meilleur skipper pour nous. On a confiance que tu vas faire ça super bien. Et on veut que tu fais de ton façon avec les personnes de ton choix autour de toi. Et
Et c'était parti comme ça. Donc c'est plus le sponsor qui m'a donné confiance Et puis j'avais à ce moment-là fait 3 ans en Figaro. J'ai réussi à rentrer dans les 10 premières sur le championnat de course au large. J'avais l'impression d'avoir beaucoup progressé et que j'ai commencé à croire que oui, ils avaient raison. Et du coup, le fameux bateau en question, c'est un bateau de légende. Oui, ouais. Hein, c'est PRB qui vient de gagner 2 Vendée Globe de suite. Oui. L'un avec Michel Desjoyaux, l'autre avec Vincent Rioux. Et tu fais un Vendée Globe exceptionnel. Oui, j'avais confiance puisque je me suis dit, même si moi je connais pas grand chose, mon bateau, moi, je pense tout seul, il va faire le tour avec moi à bord. Il connaît bien la route et il a déjà avec du temps en temps, j'avais l'impression quand je faisais des conneries ou des bêtises que le bateau était en train de dire, oh la vache, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Donc au départ, je me suis retrouvée sur une flotte on était 30, je crois, avec beaucoup de bateaux neufs. Donc j'avais un super bateau qui avait fait que gagner et on était dans une époque où le progrès en design de bateaux a beaucoup fait un énorme saut. Je me suis retrouvée aux entraînements à Port-la-Forêt avec que les bateaux neufs autour de moi. Il y avait des soirs où je rentrais des stages. Je rentrais et puis tous les autres bateaux du stage ils étaient déjà rangés, il y avait plus personne à bord et les taux ils étaient dessus et dessus. Je dis mais c'est bien, sauf que là je me retrouve face au bateau, il n'avait pas la même vitesse que moi. Et je vais garder. C'est l'époque où il y a tous les plans phares qui ont été construits en fait. Hein. À partir de 2006, il y a toute cette génération phare de bateaux neufs construits. Avec aussi Safran, il y avait Guillaume Vadier qui commençait à rentrer. Et les tout premiers, effectivement les tout premiers plans Verdier VPLP. Ouais. Les anciennes Lombardes aussi qui allaient bien. Donc je me suis retrouvée à compter sur papier. Je pense que j'étais en vitesse pure 26e. Donc mais j'étais contente d'être là et je savais que c'est pas que la vitesse pure qui compte, mais je visais les 10 premières. Je dis peut-être je peux faire 10e. Et puis j'ai fini 4. Donc la preuve que le Vendée Globe c'est autre chose. Et du coup il y a la performance sportive et puis pour le public français et je pense pour nombre de marins français, il y a l'arrivée du personnage Samantha Davis, c'est-à-dire cette fille qui communique très très bien, une forme de fraîcheur et de simplicité qui est ta marque de fabrique, qui est là quoi. Hein, et c'est il y a une connexion qui se fait avec le public quand même qui est exceptionnelle. Oui, je dis pas ça pour te faire des compliments, hein, c'est juste, c'est les faits. T'es une navigatrice extrêmement populaire. Je pense que si aujourd'hui t'es skipper d'Initiative Cœur, c'est pas non plus, c'est pas pour rien non plus, mais t'arrives à allier la performance et cette forme de simplicité, d'authenticité qui plaît énormément au public. Tu fais une remontée du Chenal des Sables qui est extraordinaire. Oui. Voilà, là, c'est sûr et je pense qu'il y a un côté de moi et ça revient de ce qu'on a parlé tout à l'heure de mon enfance, c'est que pour moi naviguer c'est la plaisir et c'est lié pour moi à la performance. Donc si je suis heureuse et contente et en confiance, voilà, je vais naviguer super bien. Il y a d'autres marins où c'est l'inverse, il faut qu'ils se mettent dans le misère pour avancer bien. Donc pour moi déjà j'étais peut-être un peu différente de l'habitude du public français, je sais pas. Et puis pour moi c'est aussi de rendre compte la chance que j'ai d'être là. C'est quelque chose, avant le Vendée Globe, je regardais les vidéos de Mich Tej qui pleurait quand il arrivait pas à réparer son moteur à Cap Horn. Mich c'était mon héros, surtout que j'avais son ancien bateau, je le connaissais, c'était vraiment le rôle modèle pour moi à ce moment-là. Et puis je me suis dit mais si Mich Tej il pleure, mais moi, comment je vais faire? Je vais jamais réussir à le Vendée Globe. J'avais toujours les souvenirs de vraiment avoir dur le mini transat, d'être tout seul sur mon bateau. Et je dis, mais comment je vais si les joyaux pleurent, si le prof pleure, comment moi je vais faire, quoi? Et du coup, je me dis, mais comment, j'essaie de penser comment je vais faire pour gérer le parti psychologique, le parti dans la tête. Et, puis je pense quand est-ce que je pleure, quand est-ce que vraiment j'étais triste dans les courses précédentes. Et j'avais le souvenir après Mini Transat de pleurer dans ma chambre d'hôtel après le bateau était mis sur le cargo parce que c'était fini. Je me suis dit ouais c'est là, il faut que tu te rappelles que
toi, t'es super contente d'être sur les courses. T'as pas envie que c'est fini, il faut profiter parce que c'est peut-être la seule fois que tu vas avoir cette opportunité-là. Et donc c'est ce travail mental de me préparer avant qui m'aidait beaucoup en fait sur la course, d'être positive et aussi de rendre compte la chance que j'ai. Et c'est ce côté-là qui me emmène vers le partage où je dis mais il y a tellement de monde qui n'ont pas cette opportunité-là. J'aimerais bien qu'ils aiment bien comme moi, donc je partage le côté positif parce que je veux montrer tout ce qui est génial avec la course au large. Et puis bon, tous ceux qui rêvent d'être à ma place, je veux partager aussi. Et peut-être aussi d'avoir eu la chance d'avoir une bonne éducation. Je pense toujours aux enfants et l'école. Et si je peux donner envie aux enfants d'aller à l'école et d'aller au cours et de se faire plaisir pendant les cours. Je dis ouais, si je partage ça bien aussi pour les enfants, ça aide les maîtresses et les profs. Ça aussi vient jusqu'à un peu rendre un peu le retour pour la chance que j'ai eu un peu dans toute ma vie. Comment tu reviens de ce Vendée Globe? Est-ce que tu te dis maintenant je veux en faire d'autres? Est-ce que c'est pour toi un achievement comme on dit en anglais, ou est-ce que c'est juste une étape dans un parcours et ça va s'enchaîner derrière? C'est un peu les deux. Pour moi, c'est... Parce qu'à l'époque, en fait, je te coupe, excuse-moi, mais c'est la première fois que des joyaux gagnent ce fameux Vendée Globe de 2009, donc il gagne pour la deuxième fois. Et on commence à se dire que effectivement, les Vendée Globe, on peut en faire plusieurs, et c'est pas le sommet d'une carrière. Alors qu'au début, le Vendée Globe, c'est ça. Et là, ça devient une course qu'on peut enchaîner comme les autres. Oui, clairement, même avant que je suis entrée, et c'est rare, je pense, parce que la plupart des gens, quand ils arrivent, ils disent plus jamais, moi, c'était, non, mais j'ai envie, j'ai envie de retourner. Le fait, j'ai raté le podium par 1h20. Juste derrière Maggie. Donc, j'ai fait l'épreuve à moi-même, pour la première, que c'est possible de faire une performance, pour moi, de faire une performance sur cette course. Le podium est pas loin. J'aimerais bien de retourner pour faire mieux que j'ai fait là. Donc tout de suite, j'avais même pas besoin d'aller boire une bière et dormir une nuit pour dire ça. J'avais tout de suite envie de retourner. Alors du coup, comment ça se passe cette phase de transition entre deux Vendée Globe? Là, c'était très dur parce que là, je suis arrivée en 2009 et c'était un peu la crise financière. Exactement. Donc, tout le monde attendait que Roxy allait construire un nouveau bateau avec moi, mais ils étaient aussi dans les difficultés financièrement, le groupe Quicksilver. Du coup, c'était la fin de ce partenariat. Et il y avait beaucoup de monde qui savait pas. C'était un peu compliqué, donc j'étais partie à la recherche de partenaires. Et là, c'était très très difficile et j'ai eu beaucoup de soutien, j'étais entourée par énormément de monde pour essayer de trouver. Et j'ai pas trouvé l'argent tout de suite. Donc c'était compliqué, beaucoup de boulot et c'est pas très fun. Et du coup, tu vas refaire un petit peu de Figaro entre les deux quand même. T'es là. Tu deviens plus bretonne que les Bretons qui font du bateau, c'est-à-dire comme a dit Yann Elias, il faut toujours avoir un petit Figaro de côté, c'est la base de la saison. Donc tu vas faire... Oui, ouais, le Figaro c'est la base et moi je crois bien pour pouvoir pour moi c'est pour naviguer en sécurité, pour avoir confiance sur les gros bateaux, le Figaro tu peux pas passer par le circuit Figaro, c'est obligatoire et pour progresser il faut retourner. Pour retourner, il faut pas avoir peur de ramasser les bouées. Donc il faut un peu avaler l'orgueil. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a pas tout le monde qui sont là, mais moi j'accepte que oui, je vais aller ramasser les bouées pour progresser, pour retourner sur d'autres projets, d'autres bateaux. Ouais. Alors vous allez pas tellement ramasser les bouées parce que tu fais une AG2R avec Romain Athanasio. Ah oui, on a passé les Canaries en tête, ouais, voilà. C'était pas mal avec Romain. On est assez complémentaires parce qu'on n'a pas du tout la même approche de naviguer. Donc tu es ton compagnon, tout le monde n'est pas forcément au courant. Il y a plein de gens qui le savent, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, et c'est assez rare de faire ça en couple. Et de performer parce que vous allez faire 4e au final. On a fini 4e sur Saviol. Et c'était assez drôle parce que cette partenariat a démarré par un contact Facebook. Donc Saviol nous a contactés sur Facebook pour nous proposer à faire la J2A en couple.
Donc jusque-là, tout le monde nous a fortement déconseillé de jamais nager ensemble. Du coup, on était un peu pris par surprise, parce qu'on avait plutôt été freinés à naviguer ensemble jusqu'à là. Et puis il y avait un partenaire qui nous contacte par Facebook de faire quelque chose. Donc on a dit oui. Et on a dit oui sous condition qu'il continue sur le circuit, parce que c'est nul de juste faire une course. Et donc ils ont été d'accord de suivre Romain, et ça fait 2 ans de circuit avec Romain sur sa viole. Et tu peux nous raconter maintenant comment ça s'est passé? À bord. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Sur les entraînements, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai beaucoup de respect pour les couples qui travaillent ensemble en permanence, parce que c'est pas évident. Et nous, nos vies, on vit ça c'est très intense quand on fait de la course au large. C'est pas qu'un métier. C'est ton métier et ton passion, ta vie. C'est de 6h du mat jusqu'à minuit tous les jours, y compris les week-ends, y compris quand on n'est pas en train de faire quelque chose pour le projet. Finalement, il y a toujours la prochaine course qui est dans la tête. Et du coup, c'est déjà on vit ça en couple, mais quand on vit ça et c'est la même course sur le même bateau ensemble, c'est pas évident tous les jours. Donc juste une fois, ça ira quoi. Donc pour moi, mais par contre, moi, il a pas le même. Lui, je pense que lui, pour lui, c'était quelque chose. Il aimerait bien de refaire. Mais moi, là, on a vraiment le rêve, parce qu'on a chacun de nous deux notre propre projet. Et c'est pas facile la vie de tous les jours, la vie de quotidien, parce que maintenant on a un enfant en plus. Mais c'est génial comme ça, et du coup on se retrouve sur l'eau au départ, aux arrivées, mais on a aussi chacun son projet, et chacun est le chef. C'est la parité au moins sur l'eau. Ouais. Et du coup, ce partenariat avec Saviol va aboutir à un second Vendée Globe. Oui. Du coup là, par contre là, c'est un énorme merci à Romain, puisque donc il nous a contacté nous. Après c'était le partenaire de Romain. Et puis quand j'ai galéré vraiment à trouver des financements pour le Vendée. Donc ça a commencé d'être un projet qui était au début très ambitieux. Chaque année qui s'est passée, mes ambitions diminuaient. Un peu, ouais. Donc le budget aussi, parce que Saviol, j'avais déjà évoqué le projet avec eux, et c'était surtout pas parce que c'était pas du tout la niveau de budget. Donc à la fin de deuxième année, on figure avec Romain. C'est lui qui a dit, mais il faut vraiment que vous regardez le projet de Sam, parce que je pense que c'est possible, ça peut vous faire un truc énorme, un Vendée Globe avec elle. Et donc c'est lui qui m'a vendu ce projet Vendée Globe. Et donc j'ai réussi à monter avec Saviol, mais aussi avec 18 autres partenaires financiers, avec aussi des investisseurs. J'ai fait un levée de fonds parce que aucun partenaire voulait acheter le bateau, donc j'avais pas d'armateur. J'étais obligée d'acheter moi-même mon bateau. Donc j'étais dans les business plans, les trucs de finance. J'avais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à faire cette levée de fonds, mais c'était très compliqué. Il y avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner ni mettre le parti bateau à l'eau. Donc j'ai finalement, avec un projet, je rêvais de faire un bateau neuf, j'ai fini avec un truc de vraiment dernière minute, mais j'ai réussi à y être sur la ligne de départ. Donc du coup c'était un plan Lombard, c'était le bateau de Bilu du Vendée précédent. Qui s'appelait Violia. Violia, je crois. Donc on a acheté ça un an avant le départ même pas un an avant le départ du Vendée Globe 2012. Et qui dure pas très longtemps, du coup, le Vendée Globe. Et le Vendée n'a pas duré très longtemps, mais je mets pas ça sur tu démates, on va préciser. Je démate, je pense pas que c'est à cause du projet dernière minute. C'est l'aléatoire, et je fais partie des statistiques du Vendée Globe, puisque a priori, ouais, on est un peu visé ce bateau pour avoir un truc solide, pour que dernière minute, sans trop d'entraînement, j'allais pouvoir partir tranquille. Mais donc c'était oui, l'autre vue du Vendée Globe. Donc j'ai
J'ai fait un hyper bien réussi et un Vendée Globe 10 matins j'abandonne. Et donc je connais les sentiments de réussite quand on monte le chemin, mais je connais aussi les émotions de déception de pas finir. Mais finalement, chaque fois on part sur la course large, on part avec un énorme point d'interrogation dans la tête. Et ça fait partie de on est les aventuriers, on n'est pas que les régatiers, et ça fait partie du kiff, c'est l'aventure ici, qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce qu'on va pouvoir le gérer, est-ce que le petit sac que j'ai fait pour l'arrivée, avec la trousse de toilette et le jean et le t-shirt, est-ce que je vais voir ce sac-là à l'arrivée, ou est-ce que je vais le voir ailleurs, est-ce que et donc c'est la magie aussi de la course large, et il faut aussi essayer de, c'est ça que le travail j'essaie de faire, quand on n'arrive pas, il faut aussi profiter de l'aventure qui nous arrive pour devenir plus forte, pour vivre une aventure, et pour aussi profiter du moment et rendre compte que même si le schéma idéal ne t'arrive pas, t'as quand même la chance d'être là et de participer. Alors dans ce parcours-là, c'est assez rare hein, pour les athlètes de haut niveau femmes. Il y a un petit garçon qui arrive. Oui. Donc ça c'est aussi grâce aux longues carrières qui existent dans la voile. C'est assez rare. Ça existe dans le tennis. Hein. Serena Williams est devenue maman et a repris le sport après. Oui, dans plein de sports. Oui, mais ça reste pas très commun et ça reste une expérience particulière. Comment est-ce qu'on gère ça? La question t'a été souvent posée, mais j'aimerais bien que tu me répondes presque en tant que sportive, quoi. Est-ce que ça se planifie? Est-ce que ça se gère facilement? Non mais tu vois, dans le rêve ça se planifie, dans la réalité je pense que toute femme comprendre, c'est pas on peut dire on a de la chance de si ça marche pile le moment qu'on a planifié. C'est sûr que c'est une question qui est super important, et j'espère que je peux faire la preuve que pour les futurs ou les jeunes sportives, on peut concilier les deux, quoi. Aussi les jeunes femmes qui visent une carrière, parce que c'est la même question. C'est pas que dans le sport, et je sais que dans la médecine surtout, c'est un gros problème pour celles qui visent vraiment les jobs tout en haut. Donc oui, ça, j'ai eu à peine un an avant le départ du Vendée Globe 2012. C'était une moitié planifiée. Donc ça rentrait un peu du juste dans le timing pour une femme sportive de pouvoir y venir, et surtout j'étais pas toute jeune quand je l'ai eu, donc oui, il y a toute une partie compliquée pour les femmes sportives, parce que j'ai eu de la chance de pouvoir naviguer, et j'ai même fait les courses larges en Figaro enceinte, où les organisateurs ils étaient pas très contents après, ils se sont rendu compte parce qu'ils disent t'étais pas en solitaire. J'ai fait un solo maître coq enceinte de 4 mois je crois en Figaro, mais j'ai eu de la chance de pouvoir continuer à naviguer, et donc enceinte on ne peut plus vendre les projets parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir faire les grandes courses. J'ai eu de la chance, c'est Mich qui m'a prêté son Figaro pour faire tous les entraînements d'hiver, la solo maître coq, et puis après j'ai pu naviguer en équipage avec Cédric Kerskeven, donc on a fait le Spiros France, j'ai pas mal navigué quand même, et puis toujours je savais que j'allais faire le Vendée Globe, donc j'étais jamais j'avais un doute que je vais pas revenir. Et puis l'autre côté pour les femmes, c'est retourner après d'avoir accouché faire du sport. Donc il faut être bien entouré, il y a toute une partie de rééducation pour pas se blesser après. Et les questions de quand on a un bébé, quand on allait et on a envie d'aller naviguer, c'est pas tout facile, surtout si on a un qui a méga faim, qui boit tout le temps. Donc j'ai pu gérer ça, mais quand on revient, on est beaucoup plus efficace.
Les mamans, elles gagnent, je pense, 50% d'efficacité retour de à la maison, au bureau ou en bateau. En fait, c'est la même chose. Et puis moi, ça m'a jamais changé la façon dont je navigue. J'ai toujours, je juge que je ne prends pas trop de risques dangereuses déjà avant, et donc ça, cette partie-là n'a pas changé. Et puis peut-être je suis plus pressée de revenir. C'est sûr, sur le Vendée Globe, c'était pas du tout un problème de partir en laissant Ruben derrière. Parce que Romain, c'est un très bon père. J'ai de la chance d'avoir un mec qui est du moderne, qui accepte de partager les tâches avec garder l'enfant, et donc lui aussi qui est marin, et il comprend donc Ruben, il est resté avec lui, et c'était pas du tout un problème de partir pour 3 mois. Bon, finalement, c'était raccourci. Et heureusement, je pense que si j'avais pas eu Ruben pour me consoler ou pour me faire revenir à la réalité, que en fait ça relativise. Dématage, en fait. Pas dématage, le biberon la nuit, il faut le servir. Le dématage, il y a une énorme déception, et le fait que j'avais un petit enfant qui était tellement content de me voir, qui en fait il a fait ses premiers pas le jour que je rentrais à la maison après démater. Du coup, j'ai pu passer Noël avec lui. Donc c'est les récompenses qui a gardé l'équilibre neutre pour que je déprimais pas avec cette abandon. Voilà, on n'y pense pas souvent dans toutes ces histoires-là que effectivement il y a ce type de consolation à terre dans ces cas-là. Ah oui, c'était énorme. Ouais. Alors juste après il y a la Volvo. Oui. Alors pas juste après, mais pas très longtemps après, ou là. En fait, juste avant, parce que le Volvo, moi j'étais chassée au Sable d'Olonne avant le départ du Vendée Globe. Donc il y a Richard Boïsius qui gère le projet, SCA, et qui aujourd'hui est patron de The Ocean Race. Oui. Lui, il est venu au Sable d'Olonne 10 jours avant le départ du Vendée Globe pour faire les entretiens avec des futurs, pas que moi, mais avec d'autres Françaises, et pas que Françaises, je pense au Sable d'Olonne. Donc j'avais déjà entendu parler de ce projet avant de partir sur le Vendée, mais j'avais complètement refusé. Je dis non, je vais faire Vendée Globe, prochaine Vendée, je suis pas dispo. De toute façon, si je venais sur ce projet-là, je vais pas accepter de ne pas être le chef. Et puis j'ai pas trop. Il m'a dit t'étais très très motivé, focus sur le Vendée Globe. 10 jours avant le départ. Oui. Mais c'était peut-être pas le bon moment de venir t'en parler. Non, c'était pas le bon moment, mais par contre, quand j'ai dit matin, je vais ramener mon bateau en France. Je me suis dit, tiens, comment je vais sortir de cette déprime de pas finir le Vendée Globe, et comment je peux oublier le Vendée Globe, parce que ça continue à tourner, et c'est ça le pire pour ceux qui abandonnent, en fait, c'est de suivre la course continue, on peut pas échapper, pendant encore, pour moi c'était encore 2 mois, donc je peux échapper si je vais naviguer avec ce projet SCA. Donc je les ai appelés pour dire est-ce que je peux venir, parce que finalement en fait parce que j'ai besoin pour moi j'avais besoin de remonter sur un bateau très vite, parce que j'avais peur d'être dégoûtée, d'avoir peur, je ne sais pas, j'ai senti que j'avais besoin comme quand on tombe d'une cheval, je pense, remonter tout de suite. J'avais cette sensation. Donc je les ai appelés pour demander si je pouvais faire ça pour me sortir de l'échec et la déprime. Et alors du coup t'es sélectionné pour faire partie de l'équipage, et oui. J'ai le souvenir que par contre c'est très très long de décider qui va être le skipper. Oui, c'était très long. C'est un enjeu un peu compliqué, parce que tu nous as dit juste avant que tu pensais que sur un projet comme ça t'aurais voulu absolument être chef, et donc ça allait pas le faire, et en fait tu vas nous expliquer, mais tu refuses un peu, ou t'es pas très motivé à l'idée d'être chef de l'équipage. Non. C'est ça, hein? Non, en fait, quand j'avais parlé avec lui avant, c'était vraiment une blague. J'ai pas trop réfléchi très sérieusement, mais quand j'ai commencé à naviguer avec eux, je me rends compte qu'un skipper sur un Volvo a autre chose à gérer que naviguer. Et que moi, qui adore à naviguer, surtout la course au large en solitaire, en friture,
on navigue, on fait les réglages, on fait la nav, on fait tout et c'est génial. Et puis j'ai rendu compte que quand on est skipper, il faut gérer aussi, il y a tout un côté de management à gérer. Il faut maîtriser ça et donc souvent la partie navigation il nous échappe un peu et puis on profite pas pleinement de naviguer. On doit, c'est plus compliqué et plus dur et je me suis dit en fait j'ai pas du tout envie de, c'est trop dur ça. J'ai pas du tout envie de. Je pense que je suis pas capable. J'ai jamais fait ça. C'est pas, donc j'avais un peu peur de ce parti-là et j'étais juste contente d'aller naviguer, faire la nave, faire les réglages, parer le bateau. Et comment ils arrivent à te convaincre alors? Donc là, et pour eux aussi, ils avaient vu que j'étais pas trop chaud à prendre ces responsabilités et je pense que j'étais pas, ils trouvaient personne en fait. Pour moi non plus, j'étais pas naturellement. Dans l'équipage, il y avait personne qui émergeait pour devenir leader, quoi. Et parce que ça n'a jamais été fait depuis 12 ans. Donc c'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes filles. Il y avait aucune fille qui avait navigué sur un Volvo depuis 12 ans. Donc il y avait 2-3 filles qui avaient fait ce Volvo il y a 12 ans, mais ça a vachement changé depuis. Donc il y a pas pas trop de skipper d'équipage à haut niveau en voile féminine. Et aussi ils cherchaient un équipage et ils trouvaient pas non plus les équipières qui l'imaginaient. Donc il y avait la partie essais pour boucler l'équipage et les parties pour qui va être chef d'écart, qui va faire la nave. Et en fait ils trouvaient pas les comment on dit ça, le CV ou les expériences, quoi. Oui, ou la personne pour chaque job. Donc ils essayent d'imaginer plusieurs façons de comment mettre l'équipage en place. Et après, on s'est évolué entre nous, mais il y avait toujours ce problème aussi de pas boucler l'équipage. Donc chaque nave en a fait, il y avait toujours une ambiance de concurrence à bord. Donc il a duré très longtemps, plus longtemps que prévu. Parce que il signait pas tous les contrats, il voulait attendre que voir si il y avait pas quelqu'un qui n'ont pas vu, parce qu'il voulait vraiment inviter le maximum possible sur les essais. Donc nos essais duraient beaucoup plus longtemps et donc cette ambiance de concurrence entre nous a duré très longtemps. Et c'était un peu compliqué après à rebasculer une fois l'équipe était bouclée, à rebasculer dans en mode de fonctionnement collectif, quoi, et non plus concurrentiel. Un esprit de, oui, quand on va tous ensemble vers un objectif. D'accord. Et du coup, tu deviens finalement skipper. Oui, du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de finalement de franchir le pas? Nous, en tant qu'équipage, je pense qu'on a rendu compte tous qu'il y avait peu de nous qui pouvaient prendre cette rôle, donc c'était un peu naturel entre tout le monde et c'était pas trop de surprise et j'ai compris aussi que je connaissais tout le bateau, je comprenais les enjeux de sécurité, de responsabilité, et puis il faut aussi, même si on n'est pas capable j'étais capable à faire toutes les postes d'abord, donc il faut aussi pour comprendre son équipage et pour aussi gagner le respect de tout le monde aussi il faut avoir une expérience de beaucoup de milles autour du monde. Donc j'ai compris que ça allait être peut-être plus facile pour moi de trouver dans cette rôle que 42 aussi. Et puis le côté nav que j'aime bien ça et donc je pouvais aussi faire le parti relation entre le skipper et le navigateur. C'est une grande partie d'un skipper du volo, c'est comprendre la nave. Et puis avec l'équipe, on a fait un système à bord pour que j'étais aussi chef d'écart. Et comme ça, en fait, je restais dans le fonctionnement de l'équipage et que j'allais pas parce que souvent les skippers ils flottent, on dit en anglais, ils n'ont pas de quart. Ils sont hors quart. Ils sont hors quart, mais par contre c'est assez vite, ça peut faire écarter le skipper
du reste de l'équipage. De la vie quotidienne de l'équipage. Et même, souvent, c'est un retour des équipages que j'ai entendu, c'est que souvent, à l'arrivée d'un Volvo, celui qui barre le pire, c'est le skipper. Parce qu'en fait, il bat moins que le moins bon barreur, autres. c'est le skipper, d'accord. Parce que il bat beaucoup moins que tous les autres. Il prend la barre pour les manœuvres, mais c'est tout. Donc il y a tous les autres qui apprennent, qui progressent pendant tout le tour du monde, et pas lui. Et pour nous, en tant qu'équipage avec peu d'expérience, c'était sûr que si j'avais pas de cas, j'allais finir un peu comme ça. Donc on a trouvé ce système qui marchait très bien, et puis voilà, pour moi c'était plus acceptable de prendre cette rôle en sachant que j'allais toujours être vraiment au cœur de le fonctionnement du bateau, et c'était peut-être un peu plus fatigant de temps en temps, mais pour moi ça marchait. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de cette expérience c'est très long, hein. Il y a le projet a démarré assez tôt. Il y a ouais, c'est très long. Parti à Lanzarote pendant plusieurs mois. Ensuite il y a toute la course. On sait que les Volvo c'est des courses qui essorent, qui poncent. Ouais. Oui, c'est très long. Qu'est-ce que je me souviens qu'à l'arrivée quand vous gagnez l'étape à Lorient. Je me souviens que quand tu reviens, tu dis que tu veux juste souffler, quoi. Il y a une forme d'épuisement psychologique et physique qui est assez impressionnant. Oui, je pense que et c'est pareil quand j'ai vu Laure Jacolo, notre médecin, elle m'a dit elle n'a jamais vu les gens aussi épuisés que nous quand on revient du Volvo. Et j'étais frustrée parce que ça prend tellement longtemps à récupérer, et c'est plus qu'un an de récup finalement. Tellement tu donnes mentalement, physiquement. Pour un skipper, je pense qu'il y a une charge mentale énorme. Moi, qu'est-ce que je ressors, c'est ça, c'est la responsabilité d'être leader d'un équipage. Un équipage qui a pas d'expérience, donc qui a amassé les bruits. C'est facile d'être leader d'une équipe qui gagne. Et là, on n'avait pas d'expérience. On savait que ça allait être dur pour nous. Donc il faut une sorte de garder tout le monde motivé, de gérer cet esprit de compétition. Tout le monde a envie de gagner, mais des fois on n'y arrive pas. Et donc ce parti-là, avec aussi la responsabilité il faut que chaque étape, il faut que je franchisse la ligne d'arrivée avec tout le monde à bord. En bonne santé, et mon bateau en bon état. Et ça, c'est une responsabilité qui est assez... Nous, on gère ça facile en solo, en équipage réduit. Mais en équipage, c'est hyper dur parce que on est responsable pour les gestes des autres qu'on ne peut pas forcément contrôler vis-à-vis de la sécurité quotidienne. Mais aussi, il y a des moments qui étaient pas souvent, mais du temps en temps, il y a un moment où il faut lever le pied, ou juger un changement de voile ou pas sur un moment ou que c'est trop dangereux pour le bateau ou l'équipage, ou qu'on est trop fatigué, ou notre expérience fait que je juge que on prend trop de risques, et quand c'est la vie des gens, pour un skipper, on peut facilement prendre ses jugements, mais pour le reste de l'équipage qui a envie de gagner, c'est hyper dur à comprendre. À comprendre. Et du coup, des fois, on trouve cette résistance sur le moment. Et après, derrière, elle revenait dire oh, on comprend pourquoi t'as fait ça, mais c'est frustrant, mais j'étais contente, j'étais pas à ta place. Donc c'était cette responsabilité, c'est lourd. Et quand il y a les parents il y avait, à l'arrivée à Brésil, après l'étape du Mer du Sud, il y avait une des mamans qui est venue m'embrasser. Merci Sam, merci. Je dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle me fait là? Et en fait, elle a dit merci parce que elle avait peur pour sa fille. Donc c'est ça qui revient. Et une expérience énorme. On avait vraiment de la chance avec SCA parce on était entourés, on avait fait que naviguer, que la prépa physique. On avait quelqu'un qui fait la nutrition. Et il y avait un médecin qui était aussi un médecin pour nos enfants, qui suivait partout. On avait un budget qui permettait à nos familles de nous suivre. Donc au niveau de la navigation, moi j'ai fait un progrès énorme. J'ai dit mais j'ai hâte de revenir en IMOCA parce que
j'ai beaucoup appris, et aussi de mes coéquipières, mais c'était chacune des filles, c'était des stars de la discipline, et moi j'ai appris, c'est énorme quand on avait un équipage, un équipage où on était 15 en tout dans notre squad, c'était les filles de partout dans le monde qui apportent les talents. C'est hyper riche, surtout quand tu viens de la course au large en solitaire. Tu te dis oui, j'ai appris ça. Voilà, tu apprends de chaque spécialiste en équipage, et c'est incroyable. Et puis pour moi, la frustration c'était pas mon projet. On avait des coachs qui étaient les hommes. Et c'est parti là où j'ai dit avec recul, donc c'est un critique, mais c'est pas un critique où il faut, agressif, c'est un critique pour ne pas faire la même bêtise dans le futur. Et c'était un peu frustrant souvent c'était eux qui décidaient. Et moi j'avais vachement mal parce qu'une fois on quittait le ponton, c'était moi le chef. Et dès qu'on touchait le ponton, il y avait des chefs j'avais hommes. aucun responsable. Donc j'avais pas même il me manquait mes bras droits. Le choix d'équipage, je critique pas non plus, mais je pense qu'il y avait deux trois personnes qui manquaient, qui auraient été pour moi ça aurait été beaucoup plus performante, et donc c'est un peu frustrant que c'était pas mon projet, mais au moment où le projet a démarré, j'avais pas l'expérience pour faire ces choix de toute façon, donc on était toutes contentes d'avoir ces coachs là pour nous démarrer, mais je pense au fur et à mesure, c'est une équipe qui a évolué vachement ensemble sur l'eau, et les coachs pendant les 9 mois, ils n'ont jamais remonté sur le bateau avec nous, donc ils avaient pas vu l'évolution, et du coup la gestion à la terre était un peu décalée par rapport à notre équipe. Vous avez beaucoup progressé. Oui. Et sur le terrain, vous avez beaucoup progressé, et eux, ils vous ont pas vu progresser comme vous avez progressé. Ouais, et du coup, c'est une des freins de ce système de gestion de projet. De projet, ouais. D'accord. Alors par contre, un peu comme Charles Caudrelier qui après 10 ans à faire la Volvo, il a dit mais c'est fini, je veux plus de gros projets, je veux des petits projets, revenir à ce qu'on sait faire. Toi c'est pareil, à l'issue d'une Volvo. Alors à l'issue d'une Volvo, tu prends une sorte de congé sabbatique. Tu dis à Romain, c'est ton tour de faire la Vendée Globe. Vous avez beaucoup raconté ça et très bien lors du Vendée Globe de Romain. Mais il y a l'envie de refaire évidemment un nouveau Vendée Globe qui reste dans un coin, et de revenir à ces gestions de projets un peu plus simples, à la française, où le skipper est plus centré. Et là, donc, du coup, tu arrives... Et tu n'avais en IMOCA, parce que pendant le tour du monde sur le Volvo 65, je peux dire, c'est pas le bateau qui fait le réveil le plus. Voilà. Donc, avec ceux qui ont déjà fait les IMOCA, on n'arrêtait pas d'envoyer les blagues dans le sud quand on était à fond les ballons avec Moutier avec une fille à la barre qui disait mais je ne sais pas comment je fais ça, sur les écoutes tout le monde sur les nerfs, pas savoir comment ça va finir, on rigolait que en IMOCA on soit dans le cabine avec la porte fermée et pilote en route en train de faire les mêmes vitesses, voire plus vite, avec une tasse de thé dans la main et en train de regarder une série. Oui. Et du coup, tu reviens donc après cette pause Vendée Globe de monsieur, tu reviens faire de l'IMOCA avec Tanguy Delamotte, qui chose assez rare, qui te transmet son projet. Et là donc on change complètement de configuration. Il y a un Vendée Globe qui se profile avec une équipe rodée, un bateau avec des nouveaux foils, etc., etc. Comment ça se construit, et comment est-ce qu'on met comment est-ce qu'on met ses pieds dans les chaussons d'un autre, quoi. Raconte-nous un petit peu cette parce que le projet n'est pas le tien au début, il a été construit sans toi, même si tu en es très proche, et puis à un moment tu reçois les clés, c'est pas toi qui as recruté l'équipe, c'est pas toi qui as fait les choix techniques. C'est pas juste comme ça non plus. Non, bien sûr, en fait, je caricature un peu, mais du coup voilà, on arrive et il y a une passation de pouvoir qui est assez rare dans ce secteur. En fait, Tanguy m'a appelé pendant le Volvo. Je m'appelle, j'étais à Italgéré en escale, donc juste après le Mer du Sud, l'étape la plus dure. Et le Volvo était pas du tout fini, et j'étais cramée.
mon fils était pas là, ouais, j'étais toute triste, c'était une escale un peu difficile et Tanguy m'appelle, il dit tu veux faire la Jacques Vabre avec moi? Et je dis non Tanguy, mais non. Là je suis cuit, je suis déjà cuit. Il ne faut jamais faire de proposition à Sam Davis pendant les courses parce qu'elle vous envoie balader. Et du coup il m'a appelé. Donc à ce moment-là, c'est là où ça lançait. Et donc j'ai dit non. Et de toute façon, c'était à Romain de naviguer. Et je voulais absolument pas. On savait dans la famille, c'était moi qui rentre et après je rentre. Et du coup, mais il s'était un peu lancé là, et même à ce moment-là, Tanguy il dit, et même, tu sais, voilà, je vais faire le Vendée Globe, mais je pense que le projet continuera, mais je suis pas sûre de vouloir. Et je dis, mais Tanguy, déjà, je veux pas faire le Jacques Vabre avec toi, ça va pas changer, essayer de me vendre à Volvo, un Vendée. Mais il avait donc le sujet a été évoqué depuis le début, mais vraiment en peut-être pas dessus pour me convaincre de venir. Hein. Au contraire, en fait, ça m'a fait plus peur qu'autre chose quand on en a parlé. Et donc en fait, c'est Romain qui a entendu. Et je pense que c'est même pas moi qui a dit à Romain, c'est Tanguy qui a dû dire à Romain. J'ai pris un râteau de sa femme. Là, Romain, il t'a dit, mais ça va pas la tête. Et du coup, Romain, il m'a dit, mais non, mais tu peux pas refuser, c'est génial, tu vas parce que Romain, il avait déjà un projet Jacques Vabre. Et du coup, je dis, mais c'est pas possible, on peut pas, nous deux, faire, surtout après le Volvo, on peut pas déjà laisser Ruben, Donc c'est Romain qui a dit, mais non, on va trouver une solution, c'est trop bonne opportunité à refuser. Donc chaque fois, c'est Romain qui remettent le truc en route. Donc j'ai fait le Jacques Vabre avec Tanguy en 2015 pour préparer son Vendée Globe. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment rencontré le projet Initiative Car que je connaissais parce que c'était un concurrent en 2012. Peut-être Tanguy a un peu pris le relais au niveau de la com quand j'ai dit matin. Le média était contente qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait un com un peu décalé. Donc j'ai rencontré les partenaires, l'association. On a suivi une petite fille qui s'est fait opérer. Dans le premier mois d'être partie du projet, j'étais dans une bloc opératoire avec un cœur ouvert arrêté. Donc j'ai vraiment découvert de ce projet à ce moment-là. On préparait le Vendée de Tanguy. Et puis, lui, il est parti en 2016 et j'étais pas du tout partie du projet en 2016, mais je restais assez proche et Tanguy m'a toujours tenu au courant d'évolution du projet, le fait que les partenaires, ils avaient dit oui pour la suite, que lui, il savait pas encore s'il restera ou pas. Donc, parce qu'ils avaient, avant le Vendée 2016, ils avaient acheté l'ancienne Maître Coq. Donc l'achat du bateau, ils m'ont toujours tenu au courant des choix de quel bateau, parce que c'était potentiellement mon bateau. Et puis qu'ils voulaient faire la Jacques Vabre avec moi en 2017. Donc j'ai suivi même, j'ai géré le projet de Romain à ce moment-là, et j'ai bossé pour Thomas Coville sur le routage. Donc j'ai suivi 3 tours du monde en même temps. Donc celle de Tanguy, celle de Romain, et pendant que je faisais un peu de routage avec Thomas. Et puis assez rapidement sur le retour du Vendée de Tanguy, donc on a commencé à travailler pour mettre le bateau en route pour la Jacques Vabre. Et lui il m'avait dit je vais décider avant le 1er mai si je continue ou si on part aux États-Unis en 2018. Donc je savais, mais je me suis dit à ce moment-là, j'avais trop envie de repartir. Je voulais faire à nouveau le Vendée Globe. Donc j'avais pas juste contenté de attendre que Tanguy décide. J'ai cherché un peu partout comment je peux faire le Vendée. J'avais d'autres pistes et même d'autres pistes pour d'autres tours du monde. Y compris j'ai réfléchi aussi, je dis c'est compliqué, Romain il va faire le Vendée, c'est sûr, est-ce que c'est possible pour qu'on nous deux on parte sur un Vendée Globe avec un enfant, est-ce que je peux partir, est-ce que c'est possible,
est-ce que il faut que je trouve un autre donc l'autre tour du monde, c'est de acheter un ultime d'occasion et d'aller faire un an décalé qui la course a changé depuis, mais je réfléchis à s'il faut qu'on décale le tour du monde pour le couple avec un enfant. Donc c'est faire de l'ultime pour les besoins de la famille, quoi. Oui. Mais les 10 ultimes, c'est moi j'avais navigué avec Yves sur Actuel et j'ai travaillé pour Thomas et j'ai bien vu c'est physiquement c'est autre chose au niveau de stress c'est un flip complet. J'ai déjà fait un tour du monde multicoque. Mon premier tour du monde c'était sur un multi et j'ai jamais eu autant de pas de ma vie donc j'étais moins chaud pour cette option-là. Et aussi un ultime, ça aurait été un ultime plus petit, moins vite, juste pour faire un tour du monde. Et moi, je préfère essayer de gagner. Donc, je suis compétitrice. Et, je savais, surtout avec l'expérience du Volvo, que maintenant, je peux entrer en IMOCA et vraiment jouer une perf avec tout ce que j'ai appris. Et donc, du coup, tu finis par dire oui à... Donc en fait c'est Tanguy qui m'a fait le surprise. Donc un mois avant le date qu'il m'avait dit il décidera et on a mis le bateau alors à 5h du mat 2017 pour les entraînements du Jacques Vabre. Et je pense qu'il m'a annoncé à 7h du matin. Il faisait moins 2 degrés sur le ponton. On était à moitié réveillés. Et à ce moment-là, il m'a annoncé en surprise devant une caméra, ouais. qu'il partira et il me passe la barre du bateau. Donc oui, bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Et du coup, là, le projet aujourd'hui, initialement, le projet Initiative Cœur était un projet aventurier. Il a évolué vers la performance avec déjà le deuxième Vendée Globe de Tanguy qui s'est arrêté très rapidement. Et là, avec toi, il met une couche de performance encore supérieur, on peut dire ça, parce qu'il y a plus de moyens qu'avant, il y a plus de sponsors qu'avant. Oui. Vous allez faire des nouveaux foils qui sont peut-être arrivés, je suis pas passé au chantier, mais qui doivent plus être très loin. Donc là, on rentre dans une logique de team qui est alors il y a toujours cette couche de cause, mais on rentre aussi dans une logique de team qui est presque comme les autres teams, quoi, qui est la perf. Oui, il y a toujours la couche, la cause, et la cause reste toujours au cœur du projet. Le cœur du projet. Mais c'est quelque chose que Tanguy lui-même, il est compétiteur et il avait amorcé cette évolution. Oui. En fait, lui, il avait refusé l'option Vendée Globe par cher de ses partenaires et puis changer d'avis parce qu'il a vu que c'était bien quand même, surtout pour mécénat. Mais il avait toujours négocié avec ses partenaires qui voulaient que le projet évolue plus vers la performance si ça continue. Et les partenaires, ils ont toujours respecté ce souhait. Et je pense que pour tout le monde, c'est plus intéressant pour les partenaires, surtout pour l'équipe. Parce que de répéter la même chose, c'est moins intéressant aussi pour une équipe technique. C'est nos équipes, ils ont aussi les ambitions de progresser dans la discipline aussi. Donc pour Tanguy, c'était une vision de son projet et son équipe. Donc là, je profite pleinement de ça parce que moi j'adore ça, j'adore la performance et il m'avait demandé quand je venais naviguer avec lui d'apporter ça et surtout avec tout ce que j'ai appris fraîchement du Volvo HMS. Donc j'adore, je m'entends super bien avec l'équipe depuis 2015. C'est rare, je pense, de pouvoir changer de skipper et ne changer plus rien d'autre. Et c'est une réussite, je pense, de Tanguy d'avoir trouvé au Centauré avec les bonnes personnes pour que cette passation ça se fait comme ça parce que et moi j'étais heureuse de pouvoir arriver comme ça et dire bah oui ça me va, moi je suis super contente et pour que l'équipe aussi ils acceptent le nouveau skipper sans que personne s'en va. Donc et on progresse vers la performance. Les foils ne sont pas encore là, mais ils sont quasiment finis chez Citroën à La Rochelle. Et puis en fait quand je suis arrivée en 2017 après le Vendée de Tanguy, j'ai été contactée par Vinci Energy et c'était quelque chose qui s'est fait à part et ils savaient pas que j'avais un projet et
Donc j'ai dit, j'aimerais bien de pouvoir faire quelque chose, et en plus j'aurai cet nouveau bateau, mais c'est un bateau de quai, il y a les foils, mais on peut lui faire aller encore plus vite si j'avais un petit complément de budget, et donc on a réussi aussi à booster le projet grâce à cette arrivée c'est toi qui as amené Vinci Énergie au projet Initiative Cœur. Oui, et aussi c'est Initiative et Kélan qui a accepté, parce que pour eux le projet aurait pu fonctionner comme ça, mais ils ont réussi à accepter mon envie d'aller plus vite, et puis on a pu faire quelque chose assez performante, et c'est génial maintenant aussi de pouvoir prendre un vieux bateau. Donc je me retrouve un peu comme j'étais avec Roxy, avec un bateau de 10 ans au départ du Vendée Globe 2020, sauf que grâce au foil et la technologie du foil, on peut espérer de rapprocher vachement performance des bateaux neufs. Là, tu vas pas être 26e en vitesse pure. Non, et c'est ça notre objectif. Il y a le même décalage d'âge, mais il y a pas ce décalage de performance. Et c'est ça qui est génial maintenant, on ne jette plus les vieux bateaux à la poubelle, ce qui correspond avec notre époque, notre planète, et je sais que ça va être pas équivalent d'un bateau neuf. On n'a pas le même poids. Il y a plein de améliorations avec des technologies qui avancent depuis 10 ans. Même la forme de la coque d'Initiative K, c'est pas une forme de coque qui était dessinée pour un bateau à foil, mais on va pouvoir faire avec. Mais le fait que la foil, ça fait vraiment, c'est ça qui fait une différence. Je pense que un foil bien fait sur un vieux bateau peut être quasiment mieux qu'un foil raté sur un bateau neuf. Exactement. Tout à fait. Donc c'est génial de pouvoir d'avoir ces ambitions avec un ancien bateau sur le Vendée. Et donc la prochaine Jacques Vabre avec un coureur du précédent Vendée Globe, Paul Villa, le vainqueur de la Route du Rhum. Oui. Donc là aussi, la performance, la performance. Pour moi, l'année dernière, j'ai fait un pas où j'ai jamais été, et c'était un peu la recognition de ce travail de nous, l'équipe, et les petites perfs que j'ai fait, mais j'arrêtais pas de faire premier ou deuxième sur toutes les courses avant saison. J'ai même réussi à battre Yann Elias. J'ai même réussi à battre Paul Meillat une fois sur l'Azimut. Donc et je me suis retrouvée, les gens ils me disent mais vous êtes parmi des favoris sur la route de Rhum. Et pour moi et pour l'équipe c'était une énorme recognition de comment on a progressé ensemble avec le bateau. Alors du coup la route du Rhum s'est pas très bien passée parce que non, malheureusement non. Le bateau s'est délaminé, le fond de coque s'est délaminé si je me souviens bien. Oui, c'est un peu la conséquence d'un bateau qui n'était pas fait pour les foils. Qui rebondit beaucoup du coup et qui a un fond de coque un peu moins. Oui, le fond de coque en Nomex n'est pas fait pour taper aussi vite et aussi fort. Ouais. Donc on a rectifié ça pour la suite. Et du coup, quel est l'objectif sur la Jacques Vabre? L'objectif pour la Jacques Vabre, c'est gagner. Et c'est ça qui est génial. C'était aussi un honneur de pouvoir discuter avec autant de bons co-skippers potentiels aussi, et de pouvoir choisir celui que je pense va vraiment emmener ce bateau avec cette équipe vers une victoire potentielle. C'est génial de pouvoir naviguer avec le vainqueur de la Route du Rhum, qui connaît bien ce bateau, parce que le bateau de Paul l'année dernière, c'est le Sister Ship, et il a réussi à faire mener son bateau qui n'a pas de foil quasiment tout le temps plus vite que moi. Ça aurait dû être l'inverse. Donc je sais qu'il va apporter quelque chose de plus que moi sur notre projet. Donc on va viser la victoire. On va aussi profiter du fait que les bateaux neufs, peut-être sauf Charal qui navigue déjà, mais les autres bateaux neufs ils sont un peu jeunes encore. Donc on sait à peu près où on commence. Très bien. Je regarde ma carte mémoire avec beaucoup d'angoisse parce que le temps a beaucoup filé. Merci beaucoup Sam, merci d'avoir pris autant de temps pour nous raconter un petit peu ton parcours. Il y a tes parents qui rentrent de faire les courses, donc on va libérer le carré pour l'heure du déjeuner. Merci pour l'invitation, mais j'ai rien de doute quand tu m'as appelé, puisque je dis est-ce que c'est bien de t'appeler pour cette
ce podcast parce que est-ce que ça veut dire que je suis vieille? Non. Parce que j'ai plein de choses à raconter. Mais non. Non, il faut avoir des choses à raconter. Mais non, mais t'es pas vieille du tout. Non, mais c'est un honneur. On n'a pas dit ton âge du tout pendant tout le podcast. Donc tu vois, c'est vrai. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Si vous avez apprécié ce 5e numéro de Into the Wind, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Et puis on se retrouve. Alors, on a un petit mot d'excuse parce qu'on était très occupés ces derniers temps, donc on n'a pas fait de numéro au mois de février. Mais on reprend le cours normal de nos enregistrements et de notre diffusion. Et donc on se retrouve d'ici un petit mois. Merci. Salut Sam. Salut, merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt!